Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, président du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de ce Conseil. Nous y reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information. La validation du document d'extension de la stratégie de coopération SCP2 2009-2013 de l'Organisation mondiale de la santé au centre d'une réunion ouverte ce matin à l'hôtel Univers de Niamey, initiée par l'OMS. La dite rencontre durera 2 jours. Seni Makido Jibril. L'Organisation mondiale de la santé a engagé ces dernières années des réformes parmi lesquelles figure la mise en place d'une stratégie de coopération SCP avec les pays qui énoncent les priorités stratégiques d'intervention de l'OMS pour une période allant de 4 à 6 ans. Le but visé à travers cette stratégie est d'améliorer la performance de l'OMS afin de mieux répondre aux objectifs de développement sanitaire des pays et de participer à l'amélioration de l'état de santé des populations. Le Niger a ainsi bénéficié d'une première génération de cette stratégie de 2004 à 2007, puis d'une deuxième génération de 2009 à 2013. Une deuxième génération qui est à son terme alors que le plan de développement sanitaire sur lequel elle doit s'aligner s'achève en 2015. C'est donc pour assurer la transition entre la deuxième et la troisième génération que l'OMS a initié cette réunion de validation de l'extension de la stratégie de coopération SCP2. Le rapport de cette revue et le draft de document d'extension vous seront soumis au cours de la présente rencontre pour vos appréciations, amendements et validations. J'ose espérer que les contributions des participants nous permettront d'améliorer la qualité de ces documents et je vous remercie d'avance. Après les interactions individuelles entre les chargés des programmes au sein du bureau OMS et les points focaux du ministère de la Santé publique, les échanges avec l'équipe interpays de l'Afrique de l'Ouest et le bureau régional, le document du programme budget 2014-2015 a été signé respectivement par le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique et le ministre de la Santé publique au Niger. Il est nécessaire donc de diffuser ce document auprès des acteurs afin de favoriser une meilleure synergie de sa mise en œuvre avec les autres plans des autres partenaires au développement sanitaire dans le pays. Cette réunion vise aussi certains objectifs. Valider le rapport de revue de la mise en œuvre de la stratégie de coopération de l'OMS avec le Niger 2009-2013. Valider le document d'extension 2009-2015 de la stratégie de coopération de l'OMS avec le Niger. Introduire, partager les contenus des réformes de l'OMS en cours et du budget programme 2014-2015 de l'OMS avec le pays. Briefer les participants sur les procédures du ministère de la Santé publique et sur celles de l'OMS. Pendant 48 heures, les participants à cette réunion doivent valider l'extension de la stratégie de coopération SCP2 et aussi matérialiser les procédures du ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la santé afin d'optimiser la contribution de cette dernière au développement sanitaire de notre pays. Autre fait de l'actualité nationale, c'est également la mise en garde à vue de l'ex-maire central de la ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, qui se trouve présentement dans les locaux de la police judiciaire. Selon des sources proches du dossier, ce dernier serait poursuivi pour escroquerie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, fin ce matin des travaux entrant dans le cadre du séminaire de formation organisé à l'intention des membres de la section Centramine de la Sonichar, une formation qui a pris 4 jours et qui a vu la participation des délégués venus de l'intérieur du pays. Taïrou Amadou. Séminaire de formation à l'endroit de la deuxième vague de la section Centramine de Sonichar, qui a été marqué par 4 jours d'intenses travaux, va permettre aux participants de nouer avec le savoir-faire et le savoir-être du syndicalisme. Vous êtes désormais outillés des rudiments à même de vous investir dans la tâche, compte tenu de la qualité des thèmes et des conférenciers
qui ont animé cette formation. Vous devez donc vous appuyer sur ces ABC pour approfondir encore plus vos connaissances. Le savoir se cherche et s'améliore. Je ne doute point de la détermination que vous allez mettre pour vous perfectionner. Faites désormais un syndicalisme scientifique basé sur le savoir et la recherche. Très satisfait du déroulement de cette formation, le secrétaire général du Centramine a félicité l'ensemble des participants avant de les appeler à s'investir pleinement dans leurs tâches quotidiennes. Au nom de tous les travailleurs du secteur des mines, particulièrement ceux de Sonichar, je rends un hommage appuyé aux formateurs qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur courage pour transmettre à nos délégués des connaissances juridiques à même de leur permettre d'accomplir dignement leur mission syndicale. Je dis cela parce qu'il est impossible, dans le contexte d'aujourd'hui, de remplir sa mission sans ses rudiments juridiques, sans ses connaissances des techniques de négociation, sans aussi avoir un sens élevé du devoir, mais aussi et surtout sans un engagement moral des participants. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants. Et puis ce communiqué de la société nigérienne d'électricité, la Nigélec, qui informe sa clientèle des régions interconnectées de Dosso, Niamey, Tillabéri, Maradi, Tawa, Zender et Difa que les perturbations observées dans la fourniture d'énergie électrique constatées depuis hier 29 janvier 2014 sont dues à des effondrements du réseau de la PHCN Nigeria, notre principale source d'approvisionnement en énergie électrique, intervenue le 29 janvier 2014 de 18h21 à 19h44 et de 20h37 à 21h54. Le 30 janvier 2014 de 0h21 à 14h06. Toutes les dispositions ont été prises au niveau des différentes régions pour assurer la continuité de service dans la limite des moyens de production disponibles. La Nigélec demande à sa clientèle sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments ainsi causés qui sont indépendants de sa volonté. Mardi dernier, le président de la République, Issoufou Mamadou, a reçu en audience l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, M. Arba Diallo, lequel a déclaré que la table ronde des bailleurs de fonds de la Commission du bassin de lac Tchad, CBLT, se tiendra les 4 et 5 avril 2014 à Rome, en Italie. M. Diallo est chargé, en compagnie de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, d'accompagner le processus d'organisation de la réunion des bailleurs de fonds pour la revitalisation du lac Tchad. C'est à ce titre qu'il était venu rendre compte au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, Issoufou Mamadou, de l'évolution de leurs travaux et du déroulement de leur mission. Arba Diallo s'est déclaré au terme de cet entretien avec le chef de l'État nigérien très confiant quant à la viabilisation du lac Tchad pour le bien-être de ses 35 millions de riverains. Mais qu'est-ce que la CBLT? Suivez plutôt. La CBLT, Commission du bassin du lac Tchad, est une organisation qui regroupe 5 pays: Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun, Libye et République centrafricaine. Elle est créée le 22 mai 1964. Organisation sous-régionale de coopération dans les domaines de l'eau et de l'environnement. Elle a aussi des membres observateurs dont le Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazza et l'Égypte.
Jadis, l'un des plus grands lacs du monde, le lac s'est réduit considérablement pendant les 4 dernières décennies. Dans les années 1960, il couvrait un secteur de plus de 26 000 km². En 2000, il était tombé à moins de 1500 km². Le déficit de pluviosité, combiné à une plus grande utilisation des eaux du lac et des rivières pour l'irrigation, explique ce recul. Sa faible profondeur, au maximum de 7 mètres, le rend fragile et très dépendant des fluctuations saisonnières. Même s'il demeure encore l'un des plus grands d'Afrique, le lac Tchad est 10 fois plus petit qu'il y a 50 ans, 25 000 km² en 1964 contre 2500 km² en 2004. Le projet Titanex, regroupant le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye, doit opérer un transfert des eaux de l'Ubangui qui prend sa source en République démocratique du Congo vers le lac via le fleuve Chari et son affluent Logon. L'opération nécessiterait le creusement d'un canal de 1350 km en République centrafricaine. Une étude de la NASA prédit la disparition du lac à plus ou moins brève échéance si on ne trouve pas de... Suite de ce journal, le premier vice-président du conseil régional de Maradi a réceptionné hier un forage et un château d'eau en construction dans le village de Hanou Gazané dans le département de Guidan-Romji, un projet initié par le programme de l'hydraulique rurale, le PH Razea, et financé par la coopération suisse. Le compte-rendu de Yaoussi Abdraman. Contribuer à approvisionner en eau potable les populations de la région de Maradi en général et celles du village de Hanou Gazané en particulier, et 3 villages environnants dont Tsamia, Koura et Zabour dans le département de Guidan-Romji est l'objectif de cette visite du premier vice-président du conseil régional qui reçoit provisoirement un château d'eau et un forage en construction ou pompe à motricité humaine. Un projet du programme de l'hydraulique rurale en appui au secteur de l'eau et de l'assainissement, le FRASEA. En prononçant le mot de bienvenue, le maire de Guidan-Romji a remercié l'État à travers le conseil régional et tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cet ouvrage dont le FRASEA à travers son coordonnateur Lawali Yahouza. En prenant la parole, le premier vice-président du conseil régional de Maradi a évoqué l'importance de cette denrée précieuse dans l'existence de l'homme et dans ses œuvres de développement. Il a aussi réitéré ses conseils pour l'entretien de ce forage. Il a en outre informé les populations de ce village de la bonne nouvelle de la construction d'un château d'eau dont les travaux ont déjà commencé. Vraiment, c'est un sentiment de grande satisfaction qui nous anime au niveau du conseil régional. Et vraiment, nous réaffirmons notre profonde gratitude à la coopération suisse qui a entièrement financé ces ouvrages au niveau de la région de Maradi, qui du reste ne sont pas les seuls ouvrages parce que la coopération suisse, à travers le programme FRASEA, intervient dans 3 départements de la région de Maradi qui couvrent 19 communes. C'est un grand programme qui intervient, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, dans l'hydraulique et l'assainissement. Comme vous l'avez constaté, l'engouement de la population, parce que l'eau c'est la vie et l'eau c'est la source aussi du développement. On ne peut pas prétendre à un développement durable sans, en tout cas l'hydraulique, sans l'eau. Et c'est pourquoi nous accordons une importance en tout cas capitale à ces projets. Ensuite, nous sommes en train de prodiguer aussi des sages conseils à la population bénéficiaire pour bien utiliser ces ouvrages. Et surtout, nous mettons l'accent sur l'entretien. Je me réjouis de cette initiative salutaire qui leur a permis d'avoir de l'eau de qualité et à portée. Auparavant, le premier vice-président du conseil régional et la délégation qui l'accompagne se sont rendus sur le forage du village de Saoutsamia, seul point d'eau du village. Le programme d'hydraulique rurale de l'eau et de l'assainissement, le FRASEA, compte réaliser dans le secteur de l'eau 52 points d'eau modernes, 21 mini-addictions d'eau potable dont 9 multivillages et la réhabilitation de 20 points d'eau modernes auxquels s'ajoute dans le secteur de l'assainissement la construction de 4400 latrines familiales,
75 latrines publiques et la construction de services départementaux de l'hydraulique à Dakoro, Guidarumji et Bermo déjà réceptionnés. Restons toujours à Maradi où la Croix-Rouge nigérienne a tenu hier sa 9e assemblée générale élective, une assemblée générale au cours de laquelle le bureau sortant a été réélu pour un mandat de 4 ans. Retrouvons la correspondance de Alzouma Seni Soumaïla. Croix-Rouge nigérienne, 50 ans d'action humanitaire, quel bilan? C'est le thème central de cette 9e assemblée générale élective de la Croix-Rouge nigérienne qui se déroule à Maradi, capitale économique du Niger. Une assemblée générale qui marque la fin du mandat du comité de direction de la Croix-Rouge nigérienne après 4 ans d'exercice et la mise en place des nouveaux membres. Dans son intervention, le président régional de la Croix-Rouge à Maradi a évoqué les 30 ans d'action de la Croix-Rouge dans la région de Maradi. La Croix-Rouge nigérienne est présente dans la région de Maradi depuis 30 ans. Elle a particulièrement œuvré dans plusieurs domaines dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes en difficulté et tout récemment encore celles vivant avec le VIH. De 2006 à nos jours, la Croix-Rouge Sœurs d'Espagne nous a appuyés dans la réalisation de plusieurs objets et de plusieurs projets, notamment dans les domaines de la santé, de l'hydraulique, des banques céréalières, de l'opération Caprin, des cultures améliorées, etc. En prenant la parole, le président national de la Croix-Rouge nigérienne a fait la genèse des 50 ans d'existence de la Croix-Rouge au Niger et le bilan des activités du comité de direction sortant. La Croix-Rouge nigérienne a célébré le 13 juillet dernier ses 50 ans d'existence. En effet, il y a 50 ans, naissait celle qui devra être la plus vieille et la plus grande organisation humanitaire au Niger, avec son réseau de volontaires de plus de 10 000 volontaires hommes et femmes sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour objectif de prévenir et d'apaiser toutes les souffrances humaines sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion, d'opinion politique ou philosophique. Les travaux de cette 9e Assemblée générale interviennent après 4 années effectives d'exercice du comité de direction. Il me plaît d'abord de rappeler les grandes orientations issues de l'Assemblée générale tenue à Zender et les engagements pris par notre comité de direction pour leur mise en œuvre. Il s'agit principalement de la bonne gouvernance à travers la séparation des pouvoirs entre la gouvernance et l'exécutif, du renforcement des capacités de la société nationale en ressources humaines et matérielles, ainsi que de l'amélioration des conditions de travail de nos structures locales. Dans le discours d'ouverture de cette 9e Assemblée générale, le secrétaire général de la région de Maradi n'est pas resté indifférent aux multiples actions de la Croix-Rouge dans la région de Maradi. Au titre de Maradi, ces réalisations ont porté essentiellement sur les banques céréalières, l'opération Caprin, le fonçage et l'entretien de puits, les cultures irriguées, le dépistage et la récupération de malnutries, les nouvelles techniques agricoles. À cela, il faut ajouter les importants appuis de la Croix-Rouge lors des inondations que notre région a connues. Au terme de cette assemblée générale, le bureau sortant a été reconduit à l'unanimité par les 40 délégués venus de 8 régions du Niger. Une confiance renouvelée qui offre 4 ans à Ali Bandjaré et ses camarades membres du bureau national de la Croix-Rouge nigérienne. Et puis de nos jours, il n'est plus rare de voir des femmes au volant des voitures, toutes marques confondues, une situation qui pose souvent la question de maîtrise du code de conduite et de la circulation par celle-ci. Et quel est l'impact de la conduite de la femme dans les multiples accidents que l'on enregistre chaque jour? Élément de réponse à travers ce reportage signé Isidore Banaba. En conduite, les femmes sont-elles meilleures que les hommes? En voici une question qui va faire naître des sourires narquois et des remarques plus ou moins misogynes. Mais voilà, les hommes ne sont pas les as du volant comme ils aiment bien le prétendre ou le faire croire. Les hommes commettent bien moins d'écarts à la bonne conduite. Elles sont prudentes et très sages au volant. Le verdict est unanime, les femmes commettent moins d'imprudence, donc moins d'accidents.
voulez bien nous excuser pour ces problèmes techniques que nous rencontrons avec cet élément. Cela dit, construit en vue de désengorger la circulation dans la ville de Niamey, l'échangeur du rond-point Mali-Béro semble ne pas répondre aux attentes pour lesquelles il a été réalisé. C'est en tout cas le constat dégagé par notre reporter Hima Seydou. Construit à plus de 15 milliards 310 millions de francs CFA, le changeur Mali-Béro, érigé au carrefour du boulevard de l'avenue d'Izarmaganda, une zone urbaine à forte croissance urbanistique, a pour objectif de fluidifier la circulation routière et assurer une plus grande sécurité routière pour les usagers. Malheureusement, le changeur, tout comme le nouveau pont aux heures de pointe, notamment à 7h30 et à 18h, ne sont pas praticables. Constat, la circulation à ces heures est très dense. Les mêmes problèmes demeurent. Des embouteillages sans nom insupportent les usagers de la route. La voie qui mène de Lazare au stade général Sénékounché, si tu viens environ 8h moins jusqu'à 8h20 là, c'est tout un embouteillage. Par exemple, dès que tu descends au l'autre rond-point de la route qui mène vers Dar es Salaam, tu sois aligné dans l'embouteillage jusqu'à arriver à l'échangeur. Donc jusqu'à présent, le problème n'a pas été décanté, je pense. En fait, l'embouteillage continue, mais c'est dans un seul sens. Ceux qui viennent de l'autre sens, ils passent très, très rapidement. Toujours est-il que l'infrastructure est vraiment bien. Mais je pense que les techniciens feront en sorte qu'on puisse avoir une circulation beaucoup plus fluide. Pour certains, les usagers craignent tout simplement d'emprunter le changeur par peur. C'est cette situation qui entraîne cet embouteillage au quotidien. Il faut donc, selon eux, sensibiliser la population. Bon, peut-être que c'est un problème de sensibilisation. Parce que j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que les gens rechignent un peu à passer par le haut. Bon, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils ont un peu peur de l'altitude. En tout cas, tout le monde a tendance à emprunter les voies du bas que celles du haut. Très souvent, hein, bon, parce que les embouteillages, vous aurez remarqué que c'est en bas et non en haut. Donc, c'est parce que tout le monde, même ceux-là qui vont tout droit, ils ont quand même quelque part tendance à passer par le bas. Bon, peut-être que c'est un problème de sensibilisation. Censé désengorger la circulation, le changeur Mali-Béro et le deuxième pont ont été construits. Il faut donc que les usagers de la route prennent conscience de leur utilité et les empruntent afin que le calvaire quotidien des uns et des autres prenne fin. Sinon, il ne serait pas exagéré de parler de gâchis si les problèmes pour lesquels ces infrastructures ont été réalisées persistent toujours. Le problème d'assainissement de la ville de Niamey s'aggrave de jour en jour. Certains quartiers de Niamey ressemblent à des grands dépotoirs à ciel ouvert, une situation qui inconforte les populations et qui ne cache plus leur ras-le-bol. Le reportage Taïro Amadou et Issa Hassan. Malgré la détermination du maire central, président du conseil de ville de Niamey, à rendre la capitale propre et salubre, la situation de l'assainissement de la ville de Niamey reste inquiétante. La situation est encore plus chaotique dans certains quartiers périphériques comme celui de Saga ou encore Gamkale. Dans ce quartier, les populations cohabitent avec les ordures. Le problème des déchets solides constitue un véritable casse-tête, surtout en période hivernale. Le manque de caniveaux et de conduits d'évacuation des eaux usées s'ajoute à ce problème. Ici, on n'a pas de caniveau. On a fait appel à la mairie, mais jusque-là rien. On a toujours des problèmes pour verser les eaux usées. Il nous faut des caniveaux. Certes, il faut reconnaître que des efforts sont faits pour soigner l'image de notre capitale. Mais il faut redoubler d'efforts pour trouver les voies et moyens précis pour dégager des stratégies sur la gestion des tas d'ordures dans toute la ville de Niamey, et cela à court et long terme. Il faut pour finir que chacun prenne conscience, tous autant que nous sommes, pour rendre Niamey propre à l'image de Niamey-Niala.
Deux petites filles du quartier Bassora ont été kidnappées le 10 janvier dernier dans leur quartier. Âgées toutes deux de moins de 5 ans, ces dernières seraient victimes de pratiques occultes. Le reportage de Halima Abdou. Dans la nuit du 11 janvier dernier, cette mère retrouve sa fille perdue la veille avec cette autre petite fille dans la main de celui qui les a volées aux environs de minuit à proximité du camp de Finis dans le quartier Bassoura. Indignée, elle court alerter le chef de quartier qui, une fois au courant des faits, appelle un inspecteur de police. Ce dernier embarque le voleur, un jeune homme dénommé Mustapha, pour le commissariat. Depuis lors, plus rien. L'affaire traîne toujours. Pour entrer dans ses droits, cette mère décide de venir vers l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales. On nous a déféré le cas de deux fillettes qui a été victime de violences. Et il y a un monsieur qui les a qui a prélevé du sang au dos des enfants et derrière les oreilles. L'image, à travers l'image, vous verrez ce que les enfants ont subi comme violence. Donc on les a déférés au niveau de notre ONG. La personne est actuellement arrêtée, il est en prison, mais l'affaire suit son cours au niveau de la justice. Donc au niveau de notre ONG, on va les assister sur le plan juridique parce que déjà les enfants, les fillettes ont été déjà soignés. Donc on va les assister sur le plan juridique. On va prendre un avocat pour les filles qui va défendre l'intérêt de ces enfants-là. Et pour que cette personne-là soit punie sévèrement par la loi. Le jour de leur enlèvement, les deux petites filles qui ont moins de 5 ans ont été violentées. Leur corps porte encore les traces. De la tête aux pieds, elles ont été griffées et piquées à plusieurs endroits. Selon l'une des enfants, le voleur a fait des prélèvements sanguins sur elle, comme l'atteste d'ailleurs sa mère. aini san ban pulo ga idi matkan kurgan ga hamo de kul barma ina safari hamni bi foto saga irka pudriye barai no tirginer mu ko hospital irkan hospital mo bi go inirtan irgo ka funga nay ma taxiyo ya ine idu ba sora zanka foka idi ine premier la télé tuno ine ko chadi ine songa ime. Quand j'ai pris mon enfant, tout son corps était couvert de sang. De l'hôpital Poudrière, ils nous ont transférés à l'hôpital national. C'est dans un taxi que des éléments ont parlé d'un enfant kidnappé vers Bassoura. Directement, je me suis rendue au commissariat de Taladji, où je rencontre le commissaire. Là, dès que ma fille a vu le kidnappeur, elle a eu peur. Elle m'a demandé de la cacher, car c'est le génie qui l'a frappée qui est là. S'agit-il d'un rituel? Si oui, à quoi est-il destiné? Seul le kidnappeur qui se retrouve présentement dans les mains de la police détient la réponse. 20 jours exactement depuis les faits, ces deux petites filles n'ont toujours pas été mises dans leurs droits. À quel stade en est l'enquête? Qui est ce voleur d'enfants? Ce sont autant de questions auxquelles cette mère touchée au plus profond de son être espère trouver des réponses. Il faut donc que les autorités au plus haut niveau prennent cette affaire en main pour mettre ces petites filles encore sous le choc de leurs droits. Sur un tout autre plan, la vente des fruits sauvages, une véritable activité génératrice de revenus pour ceux qui exercent ce petit commerce. D'où proviennent exactement ces fruits sauvages? Le reportage est signé Murtala Zubayou. Nous sommes ici en plein cœur du célèbre marché Orata où tout se vend et s'achète. À cette période de l'année, les fruits sauvages se trouvent en abondance dans ce marché. Gomme arabique, le datorium micropomme, communément appelé fantou ou les garbeilles et autres fruits sauvages sont venus dans ce marché. Leur provenance, Torodi, Malanville et Ayoru. Ce commerce très lucratif nourrit bien son homme. A des vertus thérapeutiques. C'est un très bon laxatif. Jire daga torodi da kancare da madabil. To ana share saboda tana gyara ciki. Tana wanke ciki kuma tana maganin zahi haka an sha. Tana magani sosai. Dan ta maganin zahi.
C'est un remède contre les hémorroïdes. Ceux qui savent l'utiliser font une sorte de pâte. C'est vraiment efficace contre les maux de ventre. Disponibles dans tous les marchés, les fruits sauvages sont très consommés par la population. Certains les consomment parce qu'ils possèdent d'après eux des vertus médicinales. Toutefois, ces vendeurs doivent respecter certaines règles d'hygiène en exerçant leur métier dans un environnement sain afin d'éviter certaines maladies liées au manque d'hygiène aux consommateurs. La culture de l'oignon et de contre-saison dans la région de Galmi constitue l'activité principale chez les populations de la dite localité, une activité qui contribue également au rayonnement socio-économique du pays. Issa Mustafa. Le périmètre de Galmi, celui de Dogarawa, de Malbaza, en passant par Guidan Ider, tout au long de la Magia, la culture de l'oignon est très développée et constitue d'ailleurs l'activité principale chez ces populations. On peut noter aussi la culture d'autres produits maraîchers dans le cadre de l'initiative 3N du président de la République. Le violet de Galmi, en cette période de culture de l'oignon, est l'élément au centre. Comment se fait cette activité sur ces terrains aménagés pour la circonstance? Nous avons rencontré sur place quelques agriculteurs de la région. Actuellement, l'activité principale, c'est vraiment la culture d'oignon. À 100%, je vous dis que dans n'importe quelle famille, on cultive l'oignon. Ça, c'est à 100%. La culture d'oignon, en tout cas, c'est une culture ici maîtrisée à Guédé-Eder, dans les terroirs de Guédé-Eder. Dès qu'il commence à pleuvoir, ils vont préparer les terrains pour essayer de préparer les semences, les pépinières. Donc, en 35 jours, les pépinières sont finies. C'est le repiquage. Après le repiquage, donc, c'est 3 mois d'arrosage et de binage et avec l'apport des engrais et de la fumure animale, et c'est bon. Ces cultures d'oignons et de contre-saison très développées rencontrent quelques difficultés, notamment l'utilisation des pesticides pendant le stockage et de production. Le problème, surtout le plus saillant, c'est ce que je vous ai dit, c'est au niveau, après avoir repiqué les frais d'essence par exemple, l'entretien. La fumure animale, ça coûte extrêmement cher parce que on ramasse même les ordures ménagères. Même les comment on appelle ça là, ce qu'on jette là, les débris, les déchets là, on les ramasse. Il n'y a même pas de fumure animale ici. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est les engrais chimiques. Ça coûte cher pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens. Des fois, il faut vendre les milles. Il faut abattre ton mille que tu as récolté au champ pour pouvoir acheter un peu d'essence, un peu d'engrais et jongler ceci par-ci par-là. Une fois la récolte, il faut écouler le produit. Comment se fait cette étape? Élément de réponse. Ce qui différencie de la zone de Galmi, c'est la rapidité. Produire vite et vendre vite. Un autre appel, déstabiliser vraiment les prix parce que vraiment les pauvres souffrent beaucoup ici à Guédé-Eder. Vous voyez, la quantité la plus suffisante produite, c'est ici, dans le terroir de Guédé-Eder. Parce que nous pouvons produire en moyenne, je vous assure, c'est jusqu'à 900 TLM à 1000 TLM par an. L'initiative 3N, vraiment, nous l'accueillons à 100%. D'ailleurs, nous sommes très engagés vraiment à produire pour notre terroir de Guédé-Eder, pour notre département Malbaza, pour notre région Tawa et pour notre Niger. Nous sommes prêts, si vraiment on peut nous appuyer à 100%. Nous sommes prêts vraiment à produire suffisamment de la nourriture pour notre pays. Nous pouvons même aller loin pour dire que si nous arrivons à nous nourrir d'abord, nous pouvons nourrir les Africains, Inch'Allah. À Guidan Ider, comme à Galmi, la culture de l'oignon est devenue une véritable industrie à l'échelle nationale. Avec des retombées socio-économiques considérables, le Haut Commissariat à l'initiative 3N devrait en principe se pencher davantage pour le développement moderne de cette culture. Actualité dans nos régions à présent, le projet PDF2 a organisé une session de formation destinée aux organisations de la société civile partenaires. C'était dans la salle de réunion de la Maison des jeunes et de la culture d'Agadez. 2 jours durant, les participants se pencheront sur les aspects relatifs à la planification participative du développement communal, budgétisation participative et management des associations. Le compte-rendu de Ramédé Alassane. Cet atelier qui regroupe une vingtaine de participants issus de différentes organisations de la société civile partenaire de la région d'Agadez durera 2 jours. Au cours de cette période, les participants passeront en revue les techniques relatives à la planification participative du développement communal, à la budgétisation participative et management des associations.
Le lancement de cet atelier est marqué par deux importantes interventions, celle du maire adjoint M. Ahmed Koussa et celle du coordinateur par intérim du PDF 2 d'Agadez, qui nous situe ici l'objectif visé à travers l'organisation de cette session de formation. L'objectif de cette présente formation est de contribuer au renforcement de la résilience communautaire à travers le renforcement des capacités de la société civile à adresser les attentes de la communauté. Elle va contribuer au renforcement de la stabilité et accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent. But global et principal du projet. Rappelons que le projet Paix à travers le développement PDF2 est une initiative financée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il vise également à augmenter la capacité communautaire à faire face au choc de l'extrémisme violent par l'autonomisation des jeunes, à favoriser l'accès aux voies modérées à l'expression à travers les médias, à renforcer la société civile et la gouvernance locale. Nos deux confrères, les deux journalistes, à savoir Ousmane Dambaji, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Union et l'animateur de débat en langue Haoussa sur Canal 3 Niger, Zakari Abdou, viennent d'être libérés en même temps qu'un acteur de la société civile accusé de délit par voie de presse et de dénonciation calomnieuse. Ils recouvrent leur liberté après 72 heures de garde à vue. Et puis, justement, suite à cette libération de nos deux confrères, les organisations socio-professionnelles des médias nigériens ont rendu publique une déclaration. Les organisations socio-professionnelles du secteur des médias se sont réunies ce jeudi 30 janvier 2014 au siège de la Maison de la Presse à l'effet d'examiner la situation née de l'interpellation d'Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal L'Union, et Zakari Amadou, journaliste animateur du débat en Haoussa à la télévision Canal 3. Ils ont été interpellés le 27 janvier et poursuivis pour délit de presse et dénonciation calomnieuse suite à des propos qualifiés de calomnieux à l'égard du pouvoir central de Niamey. Les organisations socio-professionnelles des médias dénoncent les vagues d'arrestations des journalistes dans l'exercice de leur métier. Appelle donc les journalistes à faire preuve de plus de responsabilité et de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. L'autre fait, c'est également la mise en garde à vue de l'ex-maire central, je le disais en début de ce journal, l'ex-maire central de la ville de Niamey, Oumarou Momouni Dogari, qui se trouve présentement dans les locaux de la police judiciaire. Et selon des sources proches du dossier, ce dernier serait poursuivi pour escroquerie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.